d'être avec nous sur iRadio, ITV, eMedia.sn, de Unity. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche. Notre invité ce 26 mars est une tête bien faite que d'aucuns qualifient populairement de crack, réputé pour la qualité, l'abondance et la variété de sa production scientifique. Professeur de classe exceptionnelle, Mary-Teuw Niane est titulaire de 3 doctorats en sciences mathématiques. Mathématicien, il a enseigné pendant 10 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 1990, il faisait partie de l'équipe qui a lancé l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il est devenu chef du département de mathématiques appliquées, puis directeur de l'UFR de sciences appliquées et des technologies, pour finir par y occuper le poste de recteur. C'était de 2007 à 2012. Et en 2012, il est nommé ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il restera en poste jusqu'en 2019. Mary-Teuw Niane, c'est aussi plusieurs réformes majeures dans l'enseignement supérieur. Nous en parlerons tout à l'heure. Et après avoir quitté le ministère de l'Enseignement supérieur, il est nommé président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Il démissionne juste avant les élections législatives de juillet 2022 pour soutenir l'opposition dont il est actuellement membre avec le mouvement pour la transformation nationale. Professeur Mary-Teuw Niane, bonjour. Bonjour Madame Aïssatou Ndiaye Fall, et je vous remercie pour votre invitation et je salue vos auditrices et auditeurs, vos téléspectatrices et téléspectateurs, et je leur souhaite un ramadan agréé, la paix et la prospérité. Très bien. Professeur, on démarre avec la tension socio-politique. Il y a quelques jours, une centaine d'intellectuels ont lancé une pétition pour dénoncer, je cite, une violation flagrante, répétée et disproportionnée des droits des citoyens et une instrumentalisation politique du système judiciaire par l'administration du président Macky Sall. Alors, professeur Mary-Teuw Niane, sommes-nous en train d'assister à un sursaut des intellectuels? Je crois que c'est une bonne chose que les intellectuels interviennent, puisque c'est leur rôle d'être à la fois à l'écoute de la société et en même temps être porteur d'idées prospectives pour le futur. Et c'est vrai, pendant longtemps, quelques décennies, nous avons senti de l'apathie ou un silence des intellectuels sur la chose publique et moins d'implication aussi des intellectuels dans la vie politique et la vie citoyenne. Ces derniers temps, il y a eu quelques manifestes, dont celui-ci. Je pense qu'il est important de souligner les atteintes aux libertés qui sont extrêmement importantes. Il faut aussi souligner la nécessité d'avoir un espace public pacifié. Et je pense que les deux vont de soi. La nécessité du respect des libertés, la nécessité que les institutions de la République jouent leur rôle dans la défense des citoyennes et des citoyens, et en même temps que les citoyennes et les citoyens, les partis politiques particulièrement, jouent aussi le rôle d'apaisement dans leur démarche pour la conquête du pouvoir. Très bien. Alors, professeur, après tout ce que le pays a vécu en 2012, auriez-vous imaginé qu'on puisse revivre cette situation actuellement en 2022? C'est une surprise. C'est une surprise, mais qui est déjà latente dans la prise de pouvoir du président Macky Sall en 2019. Parce que souvenez-vous qu'en 2019, le président de la République, à l'entame de son deuxième mandat et second mandat, donc à l'entame de son second mandat, a supprimé le poste de Premier ministre. Et ceci est déjà un acte, je dirais, très grave dans la bonne marche des institutions de la République, puisque... Il y avait des raisons qu'il avait... Il avait avancé de fausses raisons, qui étaient qu'il fallait faire les choses plus rapidement. Or, quand vous supprimez
le coordonnateur de l'action gouvernementale, on ne comprend pas comment les choses allaient être plus rapides. Et la réalité nous a montré que non seulement les choses ont été plus lentes, mais aussi ont été désordonnées et n'ont pas respecté les règles de fonctionnement de l'État. L'autre aspect qui était aussi un peu précurseur, c'est un peu l'assujettissement d'un certain nombre d'institutions à l'exécutif. Nous avons, je pense que c'est le président Obama qui disait qu'il faut des institutions fortes. Mais moi j'ajoute, il faut aussi des hommes forts qui sont capables de piloter les institutions fortes, c'est-à-dire de se libérer de ceux qui les ont mis dans ces positions pour ne regarder que l'intérêt public. Et malheureusement, nous revenons à la case départ, puisque en 2011-2012, le combat était que le président Abdoulaye Wade ne pouvait pas faire un troisième mandat. Après toutes les déclarations, toutes les démonstrations, toutes les illustrations données par le président Macky Sall lui-même, nous voilà à peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois d'une future déclaration de candidature qui est immorale, illégitime et qui ne respecte pas l'éthique. Et cela, je considère que ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Alors, professeur, vous êtes dans l'opposition. Il y a actuellement au Sénégal une opposition radicale incarnée par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Quelle est la ligne politique qui vous caractérise en tant qu'opposant? Nous avons une ligne politique fondée sur 3 principes. Le premier principe, ce sont les valeurs. Il y a un constat général au Sénégal que les valeurs sont en train de se déliter. Nous sommes en train de perdre ce que les anciens nous ont légué. Nous sommes en train de perdre ce que la religion musulmane et chrétienne nous ont légué de bonnes valeurs. Nous sommes en train de perdre ce que l'éducation, la formation aurait dû donner à la jeunesse. Notre deuxième principe, c'est la connaissance et la compétence. Nous sommes au siècle de l'économie de la connaissance. Nous considérons que dans ce pays qui a produit de grands hommes religieux, mais essentiellement des hommes de connaissance, comme El Hadj Omar Foutiyou Tall, comme El Hadj Malick Sy, comme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, comme El Hadj Ibrahima Niass et bien d'autres, la connaissance et la compétence n'ont plus la valeur qu'elles devraient avoir. Enfin, la troisième chose, c'est la paix. Parce que la paix, c'est le fondement de la construction d'un développement qui puisse avoir un impact sur la citoyenne et le citoyen. Ce sont ces 3 principes qui fondent notre action et qui fondent aussi notre ligne de conduite au niveau de l'opposition. Très bien. Et vous positionnez à quel niveau? Vous êtes opposant électron libre plutôt qui pense comme il veut, ou vous voulez être un opposant radical carrément à l'extrême? Non, l'extrémisme n'a jamais payé. Vous le savez bien, que l'extrémisme soit de gauche, soit de droite, ça n'a jamais payé dans aucun pays. Nous sommes des opposants avec ces 3 principes et nous travaillons avec tous ceux qui respectent ces principes, parce qu'il nous faut transformer ce pays, transformer les mentalités qui ont malheureusement changé en général dans un sens qui n'est pas bon pour le pays. Il nous faut amener les Sénégalais à la promotion de la connaissance et de la compétence, et il faut rétablir ce que le Sénégalais a toujours été. Quand on dit terre de teranga, quand on dit terre de jom, de kersa, de fulla et de faïda, il faut rétablir cela, et on ne peut pas le rétablir dans un climat où on destitue les institutions, où on décrédibilise les institutions, où aussi la violence devient la règle générale. Nous sommes pour que la violence s'estompe, en même temps pour que la démocratie soit respectée et que les droits des citoyennes et des citoyens soient respectés. Très bien. Professeur, quels sont vos rapports avec le reste de l'opposition?
On vous voit pratiquement jamais vous exposer avec cette opposition qu'on peut qualifier de majorité. On ne vous voit pas dans les manifestations ni dans les conférences de presse. Quels sont vos rapports? Oui, je pense que lorsqu'il y a eu une initiative pour s'opposer au troisième mandat par Diamaguène troisième mandat, nous avons signé l'initiative. Mais nous ne sommes pas dans des démarches qui peuvent générer de la violence. Nous pensons que le pays en a assez de la violence, comme le pays en a assez de privations de liberté. Et nous, notre démarche, c'est de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais, particulièrement aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui se sont abstenus le 31 juillet 2022, ils étaient 53% de l'électorat, que voici une offre politique qui est différente des offres politiques, aussi bien du pouvoir que certains secteurs de l'opposition, et que nous pensons que vous allez vous reconnaître dans cette offre politique. C'est pour cela. Très bien. Alors, vendredi dernier, dans un communiqué, l'opposition a lancé une nouvelle plateforme, la plateforme de défense et de consolidation des acquis démocratiques du Sénégal. Nous avons parcouru la liste des signataires de cette plateforme et votre mouvement n'y figure pas. Est-ce à dire que vous ne vous identifiez pas dans la démarche de l'opposition? Je ne connais pas. On ne nous l'a pas soumis. Comme on ne l'a pas soumis, je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas. Vous n'avez pas été invité Non, je n'ai pas été invité. Donc, je ne connais pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore suffisamment notre parti, le Mouvement pour la Transformation Nationale. En tout cas, le Diamaguène troisième mandat, oui. Nous avons reçu Mamadou Mbodj, un des initiateurs, et nous avions, avant même de le recevoir, signé la pétition qui était, et nous l'avons soutenue. Voilà. Maintenant, les autres initiatives, lorsqu'elles ne nous sont pas soumises, évidemment, nous nous en tenons à notre démarche qui est toujours la même. Allez-vous attendre qu'ils viennent vers vous ou y a-t-il possibilité que vous tentiez de rejoindre ce mouvement? Nous ne sommes pas dans la démarche d'être dans un cadre. Nous sommes dans une démarche où nous avons une philosophie fondée sur ces trois principes, et toute notre démarche aujourd'hui, c'est comment rallier le maximum de Sénégalaises et de Sénégalais à cette philosophie. Cela ne va pas rendre difficile votre place, la place que vous allez occuper, ne va-t-elle pas être minime dans l'opposition si l'autre partie de l'opposition, c'est comme si l'opposition réellement, telle qu'elle existe, telle qu'elle est configurée, ne reconnaît pas votre mouvement? Vous savez, la configuration politique nationale aujourd'hui, c'est l'opposition et le pouvoir réunis. L'opposition en entier et le pouvoir réunis ne font que 47% de l'électorat du Sénégal. Donc, il y a de l'espace qui reste et nous ambitionnons d'occuper cet espace-là. Très bien. Alors, Macky Sall, dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères français de l'Express, a déclaré avoir juridiquement le droit de se présenter à l'élection de 2024. Que vous inspire cette déclaration du chef de l'État? Je suis navré d'entendre le président de la République parler ainsi et préparer sans aucun doute une future déclaration de candidature. Je pense que le président de la République, en tant que le chef suprême, je dirais au niveau de la nation, aurait dû dire « j'ai la légitimité morale et éthique ». Mais il n'a pas dit cela, parce qu'il n'a ni la légitimité morale et l'éthique ne lui permet pas d'être candidat pour une troisième fois. Parce que tout simplement, il a non seulement combattu en 2011-2012 la troisième candidature du président Abdoulaye Wade, mais quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il a rédigé la réforme constitutionnelle de 2016 pour exclure toute possibilité d'une troisième candidature. Et ensuite,
Il a même donné une image qui est aujourd'hui parlante, puisque nous sommes en période de Ramadan, oui. avec le Julli It, où il disait Juromi Raka lors du premier, Juromi Kabbar lors du premier Raka, Juromi Nyari Kabbar lors du premier Raka, Juromi Kabbar lors du dernier, et que l'imam, s'il ne termine pas la prière, il faudrait dire Subhanallah. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui aussi qui a dit publiquement que la réforme constitutionnelle n'a pas touché le nombre de mandats, puisque le nombre de mandats existait déjà dans la Constitution initiée par le président Abdoulaye Wade. Donc il a donné tous les arguments pour dire que ce mandat, qu'il a d'ailleurs lui-même conclu à travers la conclusion de son livre qu'il a écrit pour préparer sa campagne électorale de 2019, que c'est son second et dernier mandat. Et c'est une parole d'honneur, la parole chez nous, dans notre société, qu'elle soit Wolof, Pulaar, Serer, Diola, c'est une parole d'honneur. Et demain, lorsqu'il dira qu'il sera candidat, qu'il sache simplement qu'il a violé les règles morales, les règles éthiques qui fondent la confiance dans notre société, et il n'y aura plus de raison de lui faire confiance. Très bien. Et avant de quitter la paire, avant de quitter, d'arrêter votre compagnonnage avec le président Macky Sall, avez-vous eu à discuter de cette question avec lui, la question du troisième mandat? En avez-vous parlé? Non, non, nous n'en avons pas parlé. Vous n'en avez jamais parlé? Non. Avez-vous eu à avoir des doutes sur sa volonté de peut-être vouloir briguer un troisième mandat? Non, moi, dès la constitution de son gouvernement d'avril 2019, oui. J'étais convaincu qu'il était dans une trajectoire ou de succession familiale ou de troisième mandat. Pourquoi? C'est la suppression du poste de Premier ministre. C'est l'élimination du gouvernement de tous les cadres universitaires, y compris d'ailleurs mon collègue Ismaïla Madior Fall, qui a été ensuite repris comme ministre d'État, mais il faisait partie de tous les ministres qui étaient éliminés, des têtes, comme je disais, qui émergeaient dans le gouvernement. Et dans une deuxième vague, l'élimination de ceux qui avaient du leadership au niveau du parti. Et c'était qu'il fallait avoir des gens dociles pour accepter les choix contre nature du président de la République. Et nous l'avons vu par la suite, puisque dans ce silence qu'il a imposé aux membres de son parti, ce silence a été sélectif parce que ceux qui se sont exprimés pour s'opposer, pour dire tout simplement qu'il n'y aura pas de troisième mandat, il les a éliminés. Et ceux qui ont dit qu'il fallait qu'il ait un troisième mandat ont eu des promotions. Donc c'était parlant. C'était parlant et je pense que dès lors qu'il a fait cela, il a en fait aussi gâché son second mandat qui aurait été peut-être un mandat d'achèvement de ses projets et un mandat de construction d'une image d'un grand démocrate, d'un grand bâtisseur du pays et qui lui aurait permis d'avoir une autre carrière par la suite. Très et bien. Peut-être demain de revenir. Très bien. Alors, vous suivez le JDD sur iRadio, ITV, emedia.sn. Notre invité ce dimanche, le professeur Mary Teuw Niane, président du mouvement Motna, c'est ça, le mouvement Motna. Mary Teuw Niane, avant d'en venir à vos propositions, quel bilan, vous êtes candidat déclaré à la présidentielle de 2024, quel bilan faites-vous des 11 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal? Je pense qu'il a un bilan positif dans beaucoup d'aspects et négatif dans certains. Là où c'est positif, il a bâti, il a beaucoup construit et c'est une bonne chose pour notre pays parce qu'on a besoin d'infrastructures dans différents domaines et il a fait des efforts là-dessus et je pense qu'il faut lui tirer le chapeau à ce niveau-là. Par contre, il a déconstruit tout ce qui était institutionnel parce qu'il l'a assujetti au pouvoir de l'exécutif. Or, les progrès démocratiques apportés par
d'abord le président Senghor, puis approfondi par le président Abdou Diouf, puis encore approfondi par le président Abdoulaye Wade, il y a des reculs à son niveau. L'autre aspect, c'est l'utilisation particulièrement de la justice sur le terrain politique. Ceci est une très mauvaise chose. L'autre aspect qui est aussi négatif, c'est la famille. La famille est très présente. La famille de la première dame est très présente dans la vie politique sénégalaise. Elle est présente dans les nominations à tous les niveaux. Elle est présente dans beaucoup d'actions aujourd'hui où il y a des risques de corruption ou en tout cas des soupçons de corruption. Et ceci aussi est une chose tout à fait négative. Enfin, c'est la démultiplication des scandales. Le régime du président Macky Sall, surtout dans ces dernières années, c'est chaque jour ces scandales. Et malheureusement, il n'y a pas de suite donnée ou pour faire la lumière ou pour apporter des correctifs pour que cela ne se repasse pas, ne se renouvelle pas. Très bien. Sur une échelle de 1 à 10, vous donneriez quelle note à Macky Sall? Alors, évidemment, vous êtes tenté que je donne des notes, mais j'évite de donner des notes parce qu'on est dans l'espace politique. L'espace politique est plutôt qualitatif. Et le qualitatif joue un rôle très important. C'est l'impression qu'ont les Sénégalaises et les Sénégalais. Cette impression aujourd'hui masque le côté positif et c'est le côté négatif que nous voyons. Parce que c'est ça l'impression qualitative que nous voyons. Vous voulez dire qu'il aurait une sous-moyenne? Exactement, c'est clair. C'est clair parce que c'est le ressenti des Sénégalais. Le ressenti des Sénégalais aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à manger parce que c'est cher. Le ressenti des Sénégalais, c'est qu'il y a trop de scandales et trop d'arrogance de ceux qui ont des moyens qui ne sont pas nécessairement des moyens licites. Très bien. C'est aussi les inégalités très fortes et que les populations vivent parce que l'accès à l'habitat, l'accès au foncier, c'est au niveau du monde rural. Aujourd'hui, les difficultés d'accéder à certains intrants, comme les engrais, comme l'aliment bétail. Aujourd'hui même, nous sommes au début du Ramadan. Vous le savez bien, le sucre en poudre est devenu extrêmement rare. Et c'est le sucre qu'utilise la population la moins pourvue. Donc, il y a un ressenti. Et le ressenti est négatif. Très bien. Professeur, vous avez fait 7 ans dans un gouvernement. Quelle est votre part de responsabilité dans cette situation? Ma part de responsabilité est que j'ai bâti. Le président Macky Sall m'a appelé le 29 octobre 2012 à faire partie du gouvernement comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère qui va évoluer en 2017 comme ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il nous a instruit de mener les réformes de l'enseignement supérieur et nous a soutenus dans ces réformes. Et nous avons mené ces réformes avec les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Nous avons, pour éviter ce qui s'est toujours passé, que des réformes soient dans les tiroirs, nous avons mis en place la feuille de route. Oui. Que le président... Ces réformes, nous allons y revenir tout de suite, ça ne va même pas tarder. Mais professeur, je parle de la situation politique actuelle. Vous avez été proche de l'oreille du président pendant presque 7 ans. Votre part de responsabilité, professeur nous, notre part, c'est en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons mené à bien, je pense, les charges qui nous étaient confiées et je prends à témoin les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous le reconnaissent parce que Dieu merci, je peux aller partout où je veux et les Sénégalais nous reconnaissent toujours d'avoir, durant cette période, malgré les difficultés de mener des réformes, réussi un certain nombre de choses. Donc, nous assumons ce que nous avons réalisé au niveau de l'enseignement supérieur et de l'avoir réalisé avec le président de la République. Très bien. Donc, 10 ans après le programme de réforme prioritaire 2013-2017, on peut dire que vous êtes satisfait de l'exécution de ces réformes? Nous l'avons mené jusqu'en 2019. Oui.
Je pense qu'à partir de 2019, il y a eu une rupture. Je pense que mon prédécesseur n'a pas continué la réforme. Ça, c'est les choix gouvernementaux. Mais nous pensons que la réforme jusqu'en 2019 avait apporté beaucoup au Sénégal. Parce qu'imaginez, déjà en 2012, le fait de dire que tout bachelier qui le souhaite va être orienté dans l'enseignement supérieur, ce n'était pas le cas avant. L'arrivée du baccalauréat arabo-islamique que nous avons mis en place alors qu'on était indépendant depuis 1960, ce baccalauréat que souhaitaient les daras, les instituts et autres, ils allaient jusqu'au Soudan, en Égypte, à Al-Azhar, etc. Ce bac a été institué. Nous avons développé la carte universitaire en mettant en place les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Nous en avons mis en place 5 et nous avions, que ce soit Diamniadio, Thiès, Richard Toll, Matam, Bignona et Mbacké, nous étions à l'initiative avec la coopération allemande. Ensuite, nous avons mis en place les universités Amadou Mahtar Mbow et l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. On a mis les trois pôles, parce que l'université du Sine Saloum, il était prévu 5 pôles. Nous avons mis en place les pôles Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il restait le pôle Toubacouta et le pôle Diourbel. Nous avions démarré les études pour l'université arabo-islamique pour donner plus d'opportunités aux arabisants. Nous avions démarré aussi l'étude de l'université du Sénégal oriental de Tambacounda. Nous avons mis en place, dans le cadre du numérique, l'université virtuelle du Sénégal qui est devenue université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mais justement, professeur, en comparaison des universités physiques historiques, avez-vous pu faire une évaluation de cette nouveauté dans le monde universitaire avec des chiffres de l'université virtuelle du Sénégal, parce qu'il y a eu également beaucoup de débats? Non, il y a eu énormément de débats au départ, parce que personne n'y croyait. Et Dieu merci, nous avons mis cela en place. C'est nous qui avons conçu le modèle. Nous l'avons mis en place. Le modèle a évolué depuis et je salue les différents recteurs qui se sont succédés à ce niveau-là. Mohamedou Faye, Mohamedou Mansour Faye et puis aujourd'hui Moussa Lo qui ont évolué. Et cette université est devenue la 2e université publique du Sénégal en moins de 10 ans. En termes de qualité des enseignements ou en termes de... En termes et de qualité. Et je sais qu'en termes de quantité, surtout, en termes de qualité, les autres n'ont rien de plus qu'elle. Elle n'a rien à envier aux autres parce que tous les concours où les étudiants de l'UCAD, de l'UGB, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor, pour ne citer que ces 5 premières universités, réussissent, les étudiants de l'UVS y réussissent. Et mieux, les étudiants de l'UVS font ce que eux, ils ne peuvent pas faire, allier études et travail, allier études et ménage, allier études et agriculture, etc. Et c'est cette université qui a, je dirais, le corpus de formation le plus adapté et le plus diversifié dans le domaine du numérique aujourd'hui, qui est pourtant l'atout aujourd'hui de tout pays, de toute économie qui veut se développer. Vous voulez faire toutes les disciplines du numérique, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane offre plus de possibilités que l'UCAD, que l'UGB, que les autres universités. Est-ce que ces offres, justement, professeur, correspondent à nos besoins en développement? Mais oui, particulièrement. Moi, je sais que même chez vous ici, je me demande est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient de cette université, dans le domaine, par exemple, de la communication digitale ou dans beaucoup d'autres domaines. Cette université a une offre fondamentale qui correspond non seulement aux réalités, aux besoins du monde économique, mais deuxièmement, qui les offre dans les meilleures conditions de travail qui correspondent à notre pays, à savoir, la proximité. Deuxième chose, le fait de ne plus avoir de dichotomie entre travailler et étudier. Et enfin, le lien avec la société. Les autres universités n'ont pas encore su instaurer cela. Et enfin,
une chose importante. Cette université, qu'est-ce qui a imposé l'enseignement à distance? C'est le Covid. Le Covid a imposé, et je suis sûr, vous voyez vos habitudes, vous, de travail ici, et vos habitudes de travail durant le Covid, ouais, et vos habitudes après ont changé. Parce que qu'est-ce que le monde a découvert? Le monde a découvert que la proximité, ce n'est pas le fait que nous soyons face à face. La proximité est possible à 1000 km de distance grâce aux nouveaux outils technologiques. Le fait de collaborer en travaillant, c'est possible sans être face à face. Mais pour les étudiants qui sont à l'intérieur du pays, on connaît un tout petit peu le taux de pénétration d'Internet au Sénégal, qui n'est pas très fameux. Comment vous avez fait? Parce qu'on a mis en place les espaces numériques ouverts. C'est ça l'innovation principale de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est la mise en place des espaces numériques ouverts, qui sont des espaces dans lesquels l'Internet au débit est disponible, dans lesquels l'infrastructure permet d'avoir 2 salles de 100 postes de travail connectés, d'avoir un amphithéâtre de 200 places avec toutes les facilités des tableaux numériques intelligents, de visioconférence, etc., d'avoir une petite salle de visioconférence. Et nous avions même prévu d'avoir une salle de télémédecine qu'on avait testée en octobre 2018 à Kolda, avec la maternité de Ndiarème, avec l'hôpital d'Al Diam, avec l'hôpital de Strasbourg et un hôpital dans le Kansas aux États-Unis pour les téléconsultations. Donc, cet TENO permet, en plus du fait que chaque étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal a son ordinateur portable et a ensuite son pass Internet, ce qui lui permet de travailler en toute autonomie. Très bien. Il y a eu également un débat sur les délais de livraison de ces espaces numériques ouverts, une dizaine sur 45. Comment expliquer cela? Est-ce que le projet, professeur, a été bien piloté? Le projet n'a pas été, à partir de 2019, je dirais, poursuivi comme nous l'avions voulu. Parce que vous l'avez rappelé, l'objectif, le projet, tel que je l'avais conçu, c'était qu'il y ait 50 espaces numériques ouverts à l'horizon 2022. J'avais entamé la construction de 23 espaces numériques ouverts sur le territoire national. Il y avait une dizaine qui étaient en achèvement. Sur cette dizaine en achèvement, il en reste encore quelques-uns qui ne sont pas encore terminés. Vous voyez? Et le reste n'a pas été poursuivi. Et nous, ce qu'on pense, qu'il est urgent de terminer ces espaces numériques ouverts et de construire les nouveaux pour que chaque département au Sénégal ait son néno. C'est à la fois permettre à ces étudiants de rester sur place et d'étudier, mais c'est aussi donner une infrastructure technologique de haut niveau au département. Imaginez ces salles de conférence, imaginez ces plateaux de 200 ordinateurs connectés, mais c'est pour les femmes qui ont des groupements d'intérêt économique. C'est un espace de formation. Les jeunes qui veulent des compétences certifiantes, c'est des espaces de formation. Parce que l'UVS a aussi franchi 2 nouveaux paliers. Le premier palier, c'était de recevoir les bacheliers. Le deuxième palier, c'était de permettre à des étudiants qui ont arrêté les études de les poursuivre. Très bien. Et depuis l'année dernière, ils ont commencé un autre palier, les formations certifiantes, avec leur projet Force N, soutenu par la Fondation Mastercard. Et ceci aussi, c'est une nouvelle offre de formation où vous vous formez pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an au maximum, et vous avez une compétence numérique. C'est une offre supplémentaire dans l'enseignement supérieur. Donc, messieurs les membres du gouvernement, faites tout pour terminer ces espaces numériques ouverts et donner un peu plus de moyens à l'administration de l'UVS, parce que c'est un atout. Imaginez en Afrique du Sud. L'université équivalente à l'UVS, qui s'appelle UNISA, qui a été fondée à la fin des années 1940.
Cette université a 400 000 étudiants. Vous voyez, l'UVS maintenant peut-être frôle les 80 000 étudiants. Mais l'UVS peut avoir rapidement 400 000 étudiants sans aucune difficulté. Imaginez ce que ça va apporter des étudiants dans un département. C'est un enrichissement extraordinaire. Très bien. Alors, 400 000 étudiants, c'est 400 000 bourses ou aides. Un pays comme le Sénégal, professeur Mary Teuw Niane, peut-il se permettre une généralisation des aides et des bourses? Alors, vous avez dit quelque chose. Je saute dessus avant d'arriver à votre réponse. Oui. Le Sénégal n'a pas assez d'étudiants. Oui. Le Sénégal devrait avoir autour de 400 000 étudiants. Très bien. Nous avons sans doute dépassé un peu les 200 000 étudiants. Oui. Nous avons encore des efforts à faire pour élargir la carte universitaire et élargir l'arrivée de plus de bacheliers, augmenter l'arrivée de plus de bacheliers. Ça, il faudra plus d'infrastructures aussi. Il faut plus d'infrastructures et c'est là où l'UVS joue son rôle. Vous voyez, l'infrastructure de l'UVS est plus facile à mettre en place que l'infrastructure traditionnelle des universités physiques qui sont en train de perdre leur place grâce aux nouvelles dispositions de travail qu'a amené le Covid. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut donner des bourses à tout le monde? Oui. Non, il ne faut pas donner des bourses à tout le monde. Il faut donner des bourses à tous ceux qui en ont besoin. Les bourses, c'est deux éléments. Parce que l'éducation et la formation, c'est une échelle sociale. Elle devrait permettre à l'enfant issu de familles défavorisées de pouvoir gravir les échelons et d'être aujourd'hui des gens comme nous, ce que nous sommes. Moi, je n'étais pas destiné à aller à l'école. C'est parce qu'il y a eu l'école publique que je suis devenu ce que je suis. L'autre aspect, c'est pour encourager le mérite et l'excellence. L'élève qui est très brillant ou l'étudiant qui est très brillant, on lui donne une bourse parce que l'État veut donner un signal à tous les autres, faites comme lui, et l'encourager à devenir meilleur que les autres. Donc, il y a ces deux rôles-là, mais bourse pour tous n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et vous proposez donc le mérite à la place et les aides. Le mérite et les bourses sociales. Vous voyez, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Vous voyez, les bourses, on les a assainies quand je suis arrivé. J'ai mis en place Campusen pour l'orientation des bacheliers, pour que le fils du ministre, parce que le ministre a le bras long, n'ait pas la priorité d'orientation sur un enfant qui est plus méritant. C'est ça Campusen. Ensuite, Campusen nous a aidés à donner les bourses pédagogiques à partir juste des moyennes. Nous avons établi des règles, heureusement, qui sont encore restées, qui est que vous avez la mention très bien et bien, vous avez la bourse d'excellence, vous avez la mention assez bien, vous avez la bourse entière. Selon les filières, on établit une moyenne plancher. Si vous avez un peu plus de cette moyenne-là ou au-dessus, vous avez une demi-bourse. Et nous avions fait une priorité pour encourager les études scientifiques, que ceux qui ont le bac S1, S3, S4, S5, T1, T2 et F, que vous puissiez avoir la demi-bourse, quelle que soit la note que vous avez au bac. Parce que les bourses aussi sont des leviers qu'utilise l'État pour encourager les étudiants à aller dans telle ou telle filière. Très bien. Alors, professeur Mary Teuw Niane est notre invité dans le JDD. Professeur, globalement, comment est-ce que vous évaluez la politique de l'État dans l'enseignement supérieur? Je pense que l'État a beaucoup fait, mais il y a encore beaucoup à faire. L'État a beaucoup fait parce qu'en 2012, il y avait beaucoup de problèmes. Imaginez que l'UCAD avait autour de 5000 logements, 5000 lits. Avait 5000 lits. Et quand je quittais en 2019, l'UCAD était à 10 800 lits et nous avions un projet de 18 000 lits qui était en construction. C'est la même chose dans les autres institutions. Les universités n'avaient pas de capacité d'accueil et nous avons élargi la capacité d'accueil. Mais il y a encore à faire parce que c'est le besoin, je vous ai dit. Nous n'avons pas assez d'étudiants, donc le besoin est encore là. Il faut le poursuivre. Et c'est pourquoi il ne faut pas arrêter.
l'arrêt de 2019 n'est pas concevable. Il faut poursuivre. Et c'est ce que nous ferons. Et qu'est-ce qui peut expliquer cet arrêt, professeur? L'État est une continuité. Comment cela se fait que des réformes importantes ou un travail important est en train d'être fait, le ministre est changé et il y a brusquement un arrêt, tout s'arrête comme si rien n'avait été jamais fait? Je pense que l'État a dû changer de priorité, tout simplement. Vous savez, les changements de ministres et autres aussi peuvent être liés à des changements de priorité dans les choix de l'État. Moi, c'est ce que j'ai lu, que sans doute l'éducation, pas seulement l'enseignement supérieur, mais l'éducation nationale, la formation professionnelle, n'étaient plus les priorités du deuxième mandat du président Macky Sall, puisque les lycées professionnels qui étaient entamés aussi n'ont pas été terminés, puisque aussi les centres de formation professionnelle qui devaient être faits dans chaque département n'ont pas été construits, etc., etc. Les ENO n'ont pas été construits, les infrastructures, par exemple, vous prenez l'université Amadou Mahtar Mbow, sur les 26 bâtiments entamés, il y a à peine peut-être 5 ou 6 bâtiments qui ont été terminés et inaugurés, ainsi de suite. Donc je considère que l'État a dû changer de priorité. Or, pour moi, l'éducation, la formation, la science, la technologie, la recherche et l'innovation sont les bases du développement d'un pays. Et que ce doit être la priorité des priorités. Très bien. Professeur Mary Teuw Niane, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, quelles sont ses priorités? Mary Teuw Niane, président, c'est quoi ses premières priorités? Alors, mes priorités, c'est très simple. Faire en sorte que le Sénégalais, au bout de 5 ans, se sente mieux, lui, sa famille, et se sente mieux dans son environnement. Cela veut dire quoi? L'éducation, la scolarisation universelle et la réforme fondamentale de l'éducation en introduisant les langues nationales, la religion, nos valeurs cardinales de civilisation, évidemment la science et la technologie. C'est l'alphabétisation de toute la population. On ne peut pas se développer avec une partie de population qui ne sait ni lire ni écrire. On aidera les populations à savoir lire et écrire dans leur langue, en français ou en arabe, selon leur choix. C'est l'accès à l'eau et à l'électricité à moindre prix. C'est l'accès à la santé pour tous. Quand vous êtes malade, vous venez dans un dispensaire, un hôpital, on vous soigne d'abord avant de vous demander de l'argent. C'est l'équité sanitaire, parce que nous sommes un pays sous-développé et nous avons des maladies de pays développés. L'hypertension, le diabète, le cancer, pour ne citer que celle-là. Faire en sorte que les équipements pour régler cela soient présents dans un premier temps dans chaque capitale régionale. Et comment comptez-vous vous y prendre? Alors, je vais vous dire, plus aussi un toit décent. Ça, c'est le premier aspect. Nous y prendre, c'est utiliser les moyens du pays. Les moyens du pays, c'est les recettes du pays qui ne seront pas détournées ou utilisées à des fins. C'est réduire le train de vie de l'État, c'est utiliser les ressources nouvelles. Réduire le train de vie de l'État, Macky Sall l'avait fait, professeur. Macky Sall a fait et a remis plus que ce qu'il avait supprimé. C'est utiliser les ressources du pétrole et du gaz. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, ça c'est les accès universels. Il faut aider les gens à manger et à travailler. Au Sénégal, le manger coûte trop cher. Aujourd'hui, combien de familles ont 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner? Il y en a très peu. Et pour cela, il faut produire et consommer localement. Et nous allons développer fortement l'agriculture et l'élevage et l'aquaculture en faisant en sorte que l'eau soit présente partout 12 mois sur 12. Ça, c'est une révolution. On va le faire comment? À travers le canal du Bawol, du Cayor et du Sine, partant de Keur Momar Sarr jusqu'en face de Fatick, le canal du Gandiol, et pour la Casamance aussi, la mise en place de certains canaux, le développement de forages et la mise en place de l'industrie de pétrochimie à partir de notre pétrole et du gaz pour fabriquer de l'urée. Imaginez combien coûte le sac de l'urée aujourd'hui. Plus de 27 000, alors qu'il coûtait moins de 10 000 avant la guerre Ukraine-Russie. Nous pourrons faire l'urée, fabriquer
les PVC, fabriquer les tuyaux de goutte à goutte, fabriquer les toiles pour les serres, fabriquer les liners pour les bassins de rétention et l'aquaculture. Et à côté de l'agriculture, faire l'insémination artificielle de toutes nos vaches. Très bien. On a 3 millions de vaches. Ouais. Si on fait l'insémination, une vache produira entre 20 et 30 litres. Cela fera que les éleveurs deviendront riches, les jeunes auront envie d'être des agriculteurs, d'être des éleveurs, et nous développerons l'industrie agroalimentaire. Très bien. Professeur, j'ajoute juste une chose, oui. c'est le gaz. Nous avons aujourd'hui le gisement de Kayar qui n'est pas exploité. Nous tirerons le gaz pour l'amener à la Falémé. Là-bas, il y a notre gisement de fer. Et nous ferons la sidérurgie. C'est-à-dire nous fabriquerons l'acier. Avec l'acier, nous ferons les rails. Et avec les rails, nous ferons tout ce qui est acier de construction, nous le ferons, ce sera produit au Sénégal. Et je vais donner l'ambition du Sénégal. Dans 10 ans, qu'on soit dans les 20 premiers producteurs de camions, de tracteurs, de bus, de motoculteurs au niveau mondial. Très bien. À partir de 2024, 10 ans, c'est 2034. Le plan Sénégal émergent doit guider les politiques publiques jusqu'en 2035. La vision politique de Mary Teuw Niane prônerait une continuité ou un changement de paradigme? Nous prendrons dans ce que nous trouvons. Nous avons l'habitude de dire, nous allons grandir en montant sur les épaules de ceux qui nous ont précédés. Oui. Et donc nous prendrons ce qui est positif dans le plan Sénégal émergent et nous rectifierons là où ça ne va pas et nous apporterons notre propre vision à cela pour que ce qui est positif qui a démarré, nous le continuions et ce qu'il faut redresser, nous le redressions pour que nous arrivions au bout d'abord de ces 5 ans qui est notre plan opérationnel, au bout de ces 5 ans, à ce que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais sente que sa condition de vie s'est améliorée, qu'il s'est enrichi et qu'il est dans un environnement où il peut faire confiance à son pays pour se développer. C'est-à-dire que les jeunes n'auront plus envie de quitter le Sénégal, d'aller se noyer dans l'océan Atlantique ou dans la Méditerranée, ou aller coûte que coûte à l'étranger. Ils se diront, au Sénégal, on peut devenir riche par son travail honnête. Et c'est ça que nous avons envie de faire. Professeur Mary Teuw Niane, cette ambition vous anime depuis combien de temps? Elle m'anime depuis que je suis jeune. Depuis que je suis jeune, j'ai l'intime conviction que les Blancs, les Jaunes, les Rouges n'ont rien de plus que nous, les Africains, nous les Noirs, et que tout dépend uniquement de la confiance que nous avons en nous-mêmes, de la vision que nous avons et des connaissances et des compétences que nous allons utiliser pour réaliser nos objectifs et de notre détermination, de notre patriotisme et de notre sens moral et éthique. Et votre ambition présidentielle? Oui, elle est là pour que nous puissions, au plus haut sommet de l'État, travailler avec toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais pour que nous puissions arriver au bien-être de notre population et amener collectivement tout le monde dans un esprit de solidarité, dans un esprit de respect des valeurs, dans un esprit de paix et de dignité. Vous avez des ambitions présidentielles depuis combien de temps, professeur, pour être plus précis? Je pense, honnêtement, c'est après les législatives. Quand j'ai vu tout ce qui s'est passé après les législatives, j'ai dit, nous ne pouvons pas laisser cette situation-là s'accaparer du Sénégal, parce que le Sénégal mérite mieux que cela. Donc, depuis tout le temps que vous étiez aux côtés du chef de l'État, vous n'avez jamais songé à devenir président de la République? Non, je n'ai pas changé. Bien avant, je n'ai pas songé. J'ai toujours une ligne de conduite, servir mon pays. À chaque fois qu'on m'a demandé à le servir, je n'ai pas cherché à savoir les orientations politiques ou autres. J'ai servi mon pays.
Ça a toujours été ma ligne de conduite. Très bien. Professeur Mary Teuw Niane, merci. Merci encore. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour la transformation nationale, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Le jury du dimanche, le JDD sur iRadio, ITV, emedia.sn. C'est terminé. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à toutes les équipes. Merci à vous surtout de votre fidélité.